Bonjour, c'est Rectoli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui malgré tout ce rouge devant nous et un Raydium qui fait moins 26%. C'est certainement une clé de bras faite par Pump Fun qui ont décidé de lancer leur propre pool de liquidité. Alors, je vous expliquais ça un petit peu plus loin dans la vidéo, mais l'important à retenir dans cette semaine, ça va être le lancement de la semaine. Et oui, le début de semaine est très important, ça a donné un petit peu la tonalité. On a fermé la semaine dernière sur les marches traditionnelles avec une grosse bougie rouge. Pareil un petit peu sur BTC avec le hack de Bybit, on va revenir dessus dans quelques instants aussi, mais ça n'empêche que malgré tout ce miasme, on a certains éléments qui sont plutôt positifs, non pas dans les nouvelles, mais plutôt au niveau d'Ethereum, au niveau de BTC, on commence à voir aussi des éléments, oui, de prise de liquidité, peut-être un petit peu de rouge à venir dans les jours qui arrivent, mais on voit bien qu'il y a un redépart qui est en train de se faire petit à petit. Alors oui, je pense qu'on va avoir la liquidation sur le début de semaine, oui, je pense qu'on va avoir un petit peu de rouge, mais le plus important, c'est qu'on reparte à la hausse, et qu'on reparte fortement, et on a quand même quelques indices qui vont dans ce sens-là. On va commencer avec Bybit. Bybit qui s'est fait hacker, si vous avez passé à côté, 1,4 milliard de dollars ont disparu sur un wallet Ethereum, qui, à la base, n'aurait jamais dû être hack. On va avoir plus d'informations, mais a priori, il semblerait que ce soit une erreur humaine sur le hack de Lazarus. C'est pour ça qu'il faut faire toujours très très attention, même pour vos propres cryptos, vraiment prendre un maximum de recul dans toutes les signatures que vous faites et toutes les actions que vous pouvez effectuer, parce que généralement, c'est plus vous, la source d'un hack, que autre chose. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une réaction très très forte. 1, du marché, 2, des différents acteurs qui ont vraiment soutenu Bybit. Clairement, il y a eu une volonté globale de se dire non, il n'y aura pas de destruction de valeur. Donc, tout l'écosystème s'est mis derrière, que ce soit BitGet, que ce soit Pionex, que ce soit MEX, bref, il y a beaucoup de monde qui ont soutenu directement Bybit dans ce moment qui était très compliqué, et Bybit a fait, a vraiment été exemplaire pour moi dans leur communication. Déjà, on avait vu via BingX, quand BingX s'était fait hacker, ils avaient été très bons dans la communication, et là on voit que Bybit c'est encore niveau supérieur, en plein dans le feu, dans la peur, peu importe, le CEO était en live en expliquant ce qui était en train de se passer, et que tout allait bien se passer, il a montré qu'il était capable de pouvoir passer. Et ça vous montre à quel point on a une importance sur la communication, que plutôt ce qu'on a connu en 2022, pour ceux qui se souviennent de Terra Luna, où on avait un vieux tweet disant « Vous inquiétez pas les mecs, on va déployer plus de capital ». Pour ceux qui étaient là, je pense que vous vous souviendrez très très bien de ce tweet de mort qui a entraîné une chute tout de suite après le tweet. Bref, tout ça pour vous dire que les fonds sont en train d'essayer d'être nettoyés. Alors pour l'instant, ça n'a pas encore commencé, mais très certainement, on va se diriger vers un mixeur qui permet d'anonymiser une grosse partie des transactions. Et les très bons mixeurs, c'est impossible de retracer, hein. Quasiment impossible, sauf si la personne fait une grosse erreur, mais s'ils sont capables de pouvoir faire autant de hacks, parce que si c'est Lazarus, ça veut dire que c'est un groupe nord-coréen, bon, il y a très peu de chances qu'on arrive à outrepasser ça. Et c'est là où c'est important, vraiment, de prendre en considération que, ici, on a quand même un élément fort, c'est que on a un écosystème qui est solide, qui est vraiment solide par rapport à ce qui s'est passé, alors qu'on aurait pu avoir une chute drastique, quelque chose qui aurait pu vraiment lancer une série de dominos avec Ether, avec BTC. Là ça n'a pas été le cas, parce que c'est quand même le plus gros hack qui ait eu depuis le début de la crypto. C'est énorme, et pourtant ça a été réglé en 72 heures. On avance dans la macroéconomie, globalement semaine peu chargée, on a quelques informations avec le PIB T4, oui, jeudi, je pense qu'on va avoir un petit peu de volatilité jeudi, mais surtout vendredi pour moi, avec le PCE Core, qui est la consolidation de l'inflation. On va voir vraiment si, oui ou non, on est dans une augmentation de l'inflation. Si on vise à la baisse, on risque d'avoir une très belle réaction du marché, ça va être à suivre de près sur la fin de semaine. En attendant, on a l'ouverture du marché qui va être très important aujourd'hui. Alors là, on a une précotation. La précotation en elle-même est en train de passer au vert, mais la majorité du temps, quand c'est comme ça, c'est une ouverture verte pour après tomber dans le rouge. On part à contre-pied à l'ouverture du marché américain à peu près 75% du temps. Donc là, quand on commence comme ça, c'est pas forcément positif. Quand on regarde un petit peu plus près ce qui est en train de se passer, on est en train d'essayer de retester l'oblique. Alors je pense que là, soit on se fait échouer tout de suite ici,
là pour faire une continuité baissière, soit on arrive à remonter, et à ce moment-là, si on arrive à remonter, la complication va être ici, hein, d'accord, sur les 22 000 points, ça va être vraiment très difficile à pouvoir casser ça, donc ce sera aussi une deuxième zone de rejet à voir. Si jamais on a vraiment une grosse impulsion haussière, à ce moment-là, on aura une rupture, mais la probabilité n'est pas forcément dans ce sens-là, on aurait plutôt une probabilité à se faire échouer ici, pour aller chercher un petit peu plus bas, voire peut-être ici dans les 21 000, un 21 000 qui est une très belle zone, avec ici une petite imbalance qui se trouve là, on a une petite imbalance qui se trouve aussi ici, avec pas mal de liquidité, donc pourquoi pas les 21 350 à surveiller de près. Dans tous les cas, je pense qu'il y aura un impact sur BTC, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Mais quand on regarde le S&P 500, c'est un peu pareil, hein, d'accord. On voit bien qu'on est en train d'aller retester ici une grosse zone de résistance, hein, qui a eu beaucoup de mal à passer, hein. On le voit bien, une bougie, deux bougies, trois bougies, 4, 5, même si on revient plus 6, 7, 8, bref, vous comprenez le signal que l'on a. Globalement, je pense qu'on va remonter un petit peu pour ensuite se manger une claque derrière. Au niveau des nouvelles, surtout basées sur Bitcoin. Et ça, c'est intéressant, c'est une discussion que j'ai eue hier dans le live, dans le groupe privé et aussi dans le off que j'ai posé après. C'est quelle est la part de nombre d'investisseurs qui sont passés par les ETF, qui sont réellement dans une notion de holding, ou qui sont dans une notion de cash and carry, ou même, pourquoi pas, tout simplement de hedging ou d'arbitrage court terme. Et là, il y a une étude qui a été effectuée qui nous donne que uniquement 44% des ETF, en tout cas des achats des ETF, sont faits pour le holding. Alors là-dessus, on pourrait se dire, ouais, c'est quand même pas beaucoup, hein. Ça veut dire qu'il y a 56% des personnes qui ne sont pas là pour ça et qui peuvent tout simplement vendre. Alors oui, je suis d'accord avec vous, sauf que quand on regarde l'injection de liquidité, donc ça veut dire qu'on est à 40 milliards maintenant, à peu près, à peu de choses près, sur ces 40 milliards, ici, tiens, on va retourner sur ces chiffres-là, sur ces 40 milliards qui se trouvent ici, ça sous-entend qu'on a à peu de choses près la moitié qui sont là pour holder. C'est déjà énorme, en fait. C'est déjà énorme, cette vision-là, quelque chose qui n'existait pas avant. Alors oui, ça a existé un peu malgré soi, avec certainement Grayscale Capital, mais Grayscale Capital, c'était malgré eux. C'est-à-dire que beaucoup de personnes voulaient sortir, et on a bien vu que quand GBTC s'est ouvert, il y a une grosse partie qui est sortie. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, ça va être sur le long terme. Est-ce que les flux vont continuer à rentrer petit à petit? Quelle est la part d'open interest? Ça veut dire des leviers sur du CME, c'est-à-dire Chicago Mercantile Exchange, qui est le futur institutionnel. Quelle est cette part d'open interest? Quelle est la part de short opposée à ces achats spot qui font que les personnes font de l'arbitrage ou non? Et je pense que la réflexion, elle doit être basée là-dessus, sur la représentation que l'on doit avoir, sur réellement les injections de liquidité et ce qui est en train de se passer, pourquoi ce cycle est un petit peu différent. Si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas, communauté privée gratuite, en commentaire inscription, vous avez de la formation, vous avez des lives, et surtout, vendredi 28 février, donc fin du mois de février, on va faire la clôture ensemble dans une masterclass où je vais revenir sur la situation du marché, sur la situation des altcoins, et on va étudier ça en long, en large, en travers. Ce sera vendredi 28 à 20h, et il faudra être dans la communauté privée gratuite. Pour vous inscrire, c'est en commentaire et en description, et c'est gratuit. Sur BTC, où on en est? Donc là, on est sur du CME, Chicago Mercantile Exchange, c'est-à-dire le futur des institutionnels. On est actuellement en daily et on voit que la bougie a été vraiment violente vendredi. On est en train d'avoir une petite réaction, mais la réaction en elle-même elle est relativement flat. Ça va être très intéressant parce que là on voit qu'on commence à avoir un petit retour de volatilité. C'est pas suffisant, c'est vraiment pas suffisant parce que si on étale globalement le milieu de toutes ces bougies là, on voit qu'on est quasiment identique. Donc on a eu très peu de mouvements. Et ça fait déjà plusieurs jours. Et donc, ça sous-entend que les réactions qu'on va avoir dans les jours à venir, maximum semaines, ça va être des mouvements vraiment puissants, d'accord? Ça va être vraiment puissant, et je pense qu'on peut aller dans les deux sens en même temps pour repartir après dans l'autre. Je vais vous expliquer un petit peu ma théorie, et vous allez vite comprendre. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est comment se met en place l'open interest sur ici la capitalisation du perpétuel en général de Binance, qui nous donne une grosse partie du volume retail, mais aussi de quelques institutionnels. On a ici pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de volumes qui reviennent ici en négatif. C'est très intéressant parce que depuis globalement 31 janvier, depuis le début février, on a eu beaucoup de volumes qui étaient négatifs et qui maintient en fait le cours à la baisse. Et on voit bien dans la proportion des contrats
qu'on a beaucoup de contrats négatifs. Et dès que on casse ces contrats négatifs, dès qu'on casse ce volume à la hausse, on voit bien qu'on a un short squeeze qui se met en place et une impulsion baissière qui est forte et puissante. Moi, ma représentation de ce qui va se passer, ça va être une chasse à la liquidité. On ne sait pas jusqu'où elle va aller, mais quand elle aura fini et qu'on aura arrêté avec l'ensemble de ces contrats ici, on aura certainement une rupture haussière qui sera très puissante, et ça va être peut-être la force nécessaire pour vraiment casser les 100 000 $ et s'inscrire au-dessus des 110 pour faire un nouvel ATH et ensuite pusher, pousser fortement. Court terme, moi je vous dis que ça sent pas forcément ultra bon, peu importe ce qui va se passer. Quand on a ici un gros dump comme on a pu connaître sur cette zone-là, ici, cette grosse chute qui est liée principalement à l'annonce du hack de Bybit, alors il n'y a pas que ça, il y a d'autres nouvelles qui sont plutôt macro qui sont tombées là, on avait un Nasdaq qui était pas forcément bien non plus. Bref, tout l'un dans l'autre, ça a fait baisser très très fortement. Là, moi ce qu'il va falloir patienter ici, c'est que quand c'est ça, on a souvent beaucoup de liquidités qui sont laissées ici. On a en plus ici une buy zone qui se trouve là, avec de l'imbalance qui se trouve dans cette zone-là. Donc pour moi, quand je vois ça, je me dis que on va chercher cette liquidité. La représentation que j'en ai serait d'aller chercher cette liquidité à un moment donné, aller chercher ici l'order block et une partie de l'imbalance qui se trouve là, pour aller chercher, hop, ici la liquidité qui a été laissée par ce plus bas là. À partir du moment où on aura liquider ça et liquider ça, on aura pris suffisamment de force pour repartir. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand on regarde les liquidations, on voit bien qu'il y a vraiment un gros impact en bas. Hein. On a beaucoup de liquidations en dessous de ce top-là, et enfin en dessous de ce lot-là, et ce lot-là qui a été laissé par le hack, pareil, on voit la liquidité qui a été laissée, mais c'est systématique, hein, d'accord? Vraiment autant de liquidité dessus, c'est vraiment tout le temps. Et là, on aurait dû avoir... Et c'est là où c'est le gros souci, quand on laisse de la liquidité comme ça, on aurait dû avoir une réaction haussière tellement forte pour casser en fait ce top là. Là c'est pas le cas. On voit bien qu'on est en train de faire un petit bounce, tranquillement, je pense qu'il va se terminer ici, pour ensuite potentiellement aller chercher plus haut. On verra bien la réaction sur l'order block des 98 000, je pense qu'on échouera dans les 100K, et ensuite on ira chercher, soit on s'arrête juste à cette liquidité, soit on va chercher la liquidité du bad range, et on repartira par la suite. C'est vraiment très important de comprendre que là, le marché est relativement faible, il y a beaucoup de FUD, il y a une peur généralisée, même si elle est en train de se calmer un petit peu, parce que on commence à s'habituer à s'installer ici, d'accord? Et forcément, à un moment donné, on va avoir un retour de volatilité qui va créer de l'émotion. Quand on commence à s'habituer à une émotion, ça veut dire que le marché va recréer de l'émotion pour recréer des mouvements, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse, et c'est justement un retour de la volatilité. Et ce retour de volatilité peut être fait dans les deux sens. Encore une fois, baisse, puis ensuite accélération haussière, baisse, accélération haussière aussi. D'accord? Systématiquement, on va avoir des contre-pieds qui vont être pris pour pouvoir piéger un maximum de personnes, et c'est le principe du marché. C'est vraiment... Là, surtout si on dézoome, on est dans un range, ça veut dire qu'on est en mode lessivage. Et quand on est en mode lessivage, ça veut dire principalement qu'on va avoir des portes de saloon, qu'on va avoir des clusters de liquidation, qu'il va y avoir plein de pièges et il va falloir vraiment être très prudent dans les émotions qu'on va ressentir et dans la prise de position que l'on va avoir. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, comme ça j'y réponds directement en story Instagram. Si ça vous intéresse, c'est en commentaire en description si vous voulez me suivre. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas avant de partir, un petit like et on s'abonne si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout à l'heure.